Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de notre série BX sans fin, consacrée, vous le savez, aux projets innovants. Alors ce soir, on va parler récup, on va parler recyclage et économie circulaire. Et on commence avec la jeune start-up Tridea. Philippe Mériet, vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle l'impression 3D. Votre entreprise fait de la technologie verte. Alors vous avez inventé un nouveau procédé, vous allez nous en dire un mot tout de suite. Mais tout d'abord, on regarde une petite vidéo. The best way to explain something is to show them how it works. So for example, I'm going to find a bottle. I'm going to throw it away. Then the bottle gets picked up by a collector, taken to our separation line, where we sort the bottles and we shred them. From there, we turn them into 350 kilo bales. The bales are then moved to a sister factory, where they go from bottles to flakes to pellets, finally crystallized pellets. Then they come back to our facility where we turn them into filament. We can modify the color, the pigment, the strength, along with many other properties to get the most out of your print. Alors Philippe, vous avez inventé ce procédé qui est tout à fait unique en Europe. En quoi il est vraiment innovant ? Tout d'abord, en fait, la chose qui est innovante avec le projet, c'est le fait que quand on prend un filament qu'on utilise pour les imprimantes 3D, ouais. Quand on utilise du PET, c'est un peu le filament le plus difficile à extraire. Donc, c'est 100% recyclé. Donc, c'est fait à 100% des bouteilles de plastique qui sortent des clients bruxellois. Donc, ça veut dire que vous récupérez ces bouteilles de plastique dans différentes entreprises ? Comment ça fonctionne ? Exactement. En fait, on travaille avec un collecteur bruxellois qui s'appelle MCA Recycling, qui collecte ces bouteilles de leurs clients. Donc, ils travaillent avec Mastercard, Actiris, etc. Ouais, donc des gros clients. Exactement. Donc, ils ont plus ou moins 300 clients sur la ville de Bruxelles. Toutes ces bouteilles sont alors amenées dans leur usine. De ce moment-là, nous les prenons, nous les sortons, nous les vidons, entre guillemets. Nous envoyons une usine en France qui fait donc cette transformation. On ne veut pas dire parce que c'est un peu confidentiel encore pour le moment. On attend notre brevet qui doit terminer. Et donc, ça revient chez nous. Et donc, cet filament a des particularités très spécifiques. Notamment, il est plus flexible que des autres filaments qui peuvent être trouvés sur le marché, plus résistante. Et on arrive à mettre un plus haut niveau d'additifs dedans. Donc, on pourrait parler du carbone, du aluminium, du bois, du bronze, beaucoup de choses. Et donc, en fait, ça rend le produit beaucoup plus intéressant, spécialement pour l'utilisateur final, entre guillemets. OK. Donc, on va expliquer aux téléspectateurs. Donc, ces filaments dont vous parlez, vous les avez à côté de vous. Et donc, ce sont ces fils, en fait, de plastique qui sont créés à partir des bouteilles en plastique qui sont recyclées. Et puis après, ces fils, vous les disposez sur l'imprimante qui est à côté de vous et vous fabriquez toutes sortes d'objets. Toutes sortes d'objets, exactement. On peut fabriquer des prototypes de machines, par exemple. On peut mélanger avec du caoutchouc pour faire du flex. On peut faire des prototypes de maisons pour des architectes, des autres choses dans ce genre. Et surtout, on a même des pièces qu'on combine avec du carbone. Et on peut faire des pièces de voiture qui peuvent être utilisées avec 10-20% de carbone dans ce fil. Donc, oui, donc c'est vraiment complètement infini. Exactement. On peut faire. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec tout est possible. Alors, vous allez commencer la production bientôt à Bruxelles. C'était important pour vous de lancer ce projet à Bruxelles ? Oui, parce qu'en fait, c'est le centre de l'Europe et il y a beaucoup de choses innovantes qui se passent non seulement à Bruxelles, mais en Benelux. On est côté de toutes les institutions européennes. Et moi, j'ai toujours aimé Bruxelles. J'ai habité ici pendant longtemps. J'ai fait mes études à Bruxelles. Et donc, voilà, c'était juste un choix logique, je pense. Alors, quels sont vos clients principalement ? Pour le moment, donc, on attend notre brevet qui s'achève. Donc, on n'a pas énormément de clients sur le marché, mais on est partenaire avec Pukkelpop, par exemple. Donc, cette année... Donc, le festival de musique, hein ? On va faire du meuble avec leurs déchets. Donc, on va récupérer tous les déchets sur place avec des volontaires. Et une partie va être changée dans du filament, limited edition Pukkelpop pour cet été. Et on va aussi fabriquer des meubles pour l'année prochaine. Donc, donc ça, le petit, donc c'est quoi ? C'est un tabouret ? Ça, c'est un petit tabouret qui est fait entièrement des bouteilles de plastique recyclées. OK. Et que vous avez fabriqué grâce à une imprimante 3D. On a plusieurs imprimantes de différentes tailles. Le maximum qu'on peut faire, c'est 1 mètre cube. OK. Et donc, on est en train de voir, d'acheter des imprimantes
monde encore plus grand pour arriver jusqu'à 4 mètres. Ah oui. Comment vous avez eu cette idée, Philippe, de développer des objets 3D à partir de bouteilles en plastique? C'était un long chemin, mais notamment, moi j'étais né au Pakistan parce que mes parents travaillaient là-bas pour des ONG. Et quand vous prenez Inde, Sri Lanka, Pakistan, des pays où j'ai vécu, il y a plus de 3 millions de personnes qui vivent sur des poubelles. Et je vais souvent, et le fait de voir ça, ça m'a fort touché. Et du coup, je voulais, si on pouvait trouver un moyen pour augmenter le niveau de vie de ces gens, notamment avec une nouvelle technologie qui est les imprimantes 3D, parce que là, vous avez des bouteilles de plastique qui se transforment complètement dans un produit qu'eux, ils peuvent faire des coques d'iPhone, ils peuvent faire plein d'autres choses. Et en faisant ça, leur niveau de vie pourrait augmenter énormément. Et ça, c'était vraiment l'idée initiale. Ouais. Et deuxièmement, c'était qu'en Belgique, savez-vous combien de PET est récupéré dans toute la Belgique? PET, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bouteilles de plastique ou ce type de matière. Vous savez combien en total en Belgique? Aucune idée. Quelqu'un a une idée ici autour de la table? 88 000 tonnes. Et 23 000 de ces tonnes sont des bouteilles en plastique d'eau. Donc ce qui est dingue, c'est que savez-vous combien est recyclé en Belgique de cette totalité? Pas beaucoup. Que 33%. Donc, en plus, avec Foss Plus qui collecte tout normalement, en fait, votre plastique, votre sac PMD, etc., va toujours à un centre agréé de collecte. Ce qui se passe, c'est qu'il le sépare, mais il n'y a aucune vraie usine qui arrive à faire la qualité de pellets, comme on dit, de granulés que nous avons besoin en Belgique. Donc, nous, on est obligé d'envoyer ça à l'étranger, qui est, je trouve, une gaspillage total, parce dommage, que chaque fois que vous recyclez le plastique, chaque niveau donc, de granulés et après le filament, vous avez une valeur ajoutée énorme. Imaginez ça pour un ville ou quelque chose d'autre. Ça vaut un kilo de plastique PET vaut entre 40 et 70 euros le kilo. Si on met des additifs comme carbone, etc. dedans, c'est trop. Imaginez un ville comme Mons, qui prenait tous leurs déchets et il utilisait tous les différents niveaux argent qui pourrait être gagné. Donc pour la ville, on n'aurait même plus besoin de payer nos sacs poubelles, etc. Voilà, un super bel exemple d'économie circulaire. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il n'y a pas que vous qui vous intéressez au plastique. Les deux jeunes filles à côté de vous, Chloé Strobel et Élise Osdemir. Alors, vous êtes un peu les benjamines de cette émission. Oui. Vous avez toutes les deux 18 ans, mais voilà, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'innovation. Vous venez de terminer votre réto à l'école Notre-Dame des Champs et vous avez lancé ce qu'on appelle une mini-entreprise. Voilà, c'est ces jeunes entreprises qu'on lance pendant les années du secondaire. Et vous avez décidé de fabriquer des gobelets biodégradables. Donc voilà, c'est ces petits gobelets-ci, on va les montrer. Je vous propose de regarder votre petit film, parce que vous avez réalisé une vidéo, et on en parle juste après. Alors Chloé, ils sont fabriqués à base de quoi ces fameux gobelets biodégradables? Alors, c'est pas vraiment notre département, mais à la base, ils sont fabriqués à base d'agar-agar, donc c'est une algue qu'on utilise, je pense, parfois aussi en cuisine. Donc au début, on utilisait cette agar-agar et on a eu des soucis de fabrication parce qu'ils n'étaient pas assez solides. Donc en fait, quand c'est vrai c'est un peu mou, Voilà, mais au début c'était pire, on faisait comme ça et ça se déchirait par là, donc on a vraiment eu du mal. Mais notre département est vraiment fort en chimie, ils ont contacté des chimistes et ils ont finalement trouvé une formule toujours naturelle pour que nos verres soient plus solides et moins glissants. Et voilà, donc au final on a réussi à créer ceci. Avec des colorants naturels et nos derniers gobelets sont également avec une graine qu'on met au fond du gobelet. Enfin, pas ici, mais dans ceux qu'on a fait. Comme ça, quand les gens pourront jeter leur gobelet par terre, il va se désintégrer et il va aussi se créer une plante. Ah, génial. Donc voilà, c'est un nouveau projet.
Alors, d'où vous est venue cette idée, Élise? Parce que c'est vrai que souvent, les projets de jeunes mini-entreprises comme ça, c'est plutôt dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, c'est vrai que c'est plutôt positif d'entendre que des jeunes se lancent encore dans des projets innovants en matière d'environnement. Mais comment vous vous êtes dit, voilà, nous, cette année, on va développer des gobelets biodégradables? Et donc, on réfléchissait aux problèmes qu'il y avait aujourd'hui dans la société de tous les jours, par exemple la pollution, etc. Et on s'est demandé, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ceci. Et justement, c'était l'idée de Chloé de fabriquer de nouveaux verres, parce que ce concept existait déjà en Amérique. Et elle s'est renseignée, on a trouvé ceci, et on a essayé de développer des recettes pour créer des verres comme ça. Et donc oui, voilà, c'est notre département, on avait un chimiste qui était très intéressé dans ce genre de choses dans le groupe. Et c'est lui qui a trouvé beaucoup de recettes. Enfin, ça a été très compliqué. Il a dû faire beaucoup de recherches et s'informer. Et alors, ce qu'il y a vraiment d'innovant aussi dans ces fameux gobelets, donc c'est qu'ils sont biodégradables. Et comestibles. Et comestibles. Ouais. Alors ça, c'est fou. Donc on peut les manger. Oui, parce que c'est fait à base de gelée. Et donc du coup, on a réussi à faire plusieurs goûts. Et donc du coup, oui, on peut les manger. Donc soit... Donc celui-ci, je peux croquer dedans et... Oui, voilà. Okay, voilà. On va essayer en direct. Hein. Il est à base de quoi? C'est quoi comme goût? Justement, celui-là, c'est pas vraiment un goût définitif, donc ça va normalement goûter rien. Mais ceux qu'on fait généralement... Donc c'est assez neutre comme goût. Voilà, c'est juste de la gelée en fait qui goûte rien. Mais généralement, on met des arômes parce que c'est fait avec des vrais colorants. Donc il y a grenadine, il y a aussi épinards pour ceux qui veulent goûter. Et donc du coup, quand on fait un barbecue, on peut soit manger son verre une fois qu'on a fait une plante dedans, soit le jeter et parce qu'il y a une plante. Et alors, le fait qu'il soit biodégradable, ça signifie aussi qu'il y a une date de péremption. Alors, qu'est-ce que ça a représenté en termes de défis, ça, justement, pour la conception, la chaîne de production? Justement, c'était un de nos plus grands soucis, c'était la date de péremption. On a dû faire beaucoup d'expériences avant d'arriver au résultat final, oui, on a vraiment eu beaucoup de mal. Et donc, on a fait plusieurs expériences. Donc, au début, on l'a mis dans un jardin, puis on a vu que à la chaleur, ça donnait pas beaucoup. Du coup, on l'a mis dans un frigo. Et là, on a vu que dans le frigo, ça pouvait tenir 2 semaines. Mais parce que ça reste un aliment qu'on peut manger, donc il y a évidemment une date. Mais on a une amie qui, là, ça fait 1 mois qu'il est dans son frigo et il est encore très bien. Elle l'utilise, donc elle boit encore dedans, elle le rince et après elle le remet dans son frigo. Elle le mange peut-être plus, mais... Voilà, c'est ça. Okay. Alors, très très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais pour conclure, vous venez de terminer votre éto, ça veut dire que vous allez probablement commencer des études supérieures, partir à l'étranger. Que va devenir le projet Wadi Cup? Mais pour le moment, c'est un peu en suspens parce que la plupart des gens partent à l'étranger justement pour faire des études. Et puisque avant on était dans la même école, c'est plus simple de se voir 2 fois par semaine, 3 fois par semaine pour discuter. Donc pour le moment c'est en suspens, mais il y a pas mal d'entreprises qui se sont intéressées à notre projet. Oui, des restaurateurs notamment. Oui, des restaurateurs et pour les festivals, etc. Et oui, pour le moment c'est en suspens, mais on a quand même une espérance. Ouais. On verra. On verra bien. On verra, on suivra vos aventures. Merci beaucoup les filles. Alors maintenant je vais vous poser une question un petit peu générale. Il y a juste Vincent qui ne peut pas y répondre. Qui a un chat ici autour de la table? Personne n'a un chat. Vous ne rentrez donc même pas dans les statistiques, puisque en Belgique, un ménage sur 4 a au moins un chat. C'est en tout cas votre cas, Vincent Van Gumpel, puisque vous avez développé votre projet. Ce sont des granulés de litière pour chat à base de papier recyclé. Tout à fait, donc ça ressemble à ceci. Il fallait y penser, hein. Oui, en fait, l'idée m'est venue en voyant les pellets de bois, de sciure de bois en fait, mais qui ne sont pas nécessairement écologiques parce qu'il y a des gens qui vont couper des arbres, les broyer et en faire des pellets, donc c'est pas très écologique. Donc c'est pas de la sciure de déchets, vous voulez dire qu'on... C'est ça, tout à fait. Qu'on récupère. Voilà, c'est pas de la récupération, alors que chez moi, je vais certainement pas aller chercher du papier vierge et le broyer parce que ça me coûterait trop cher. À Bruxelles, on collecte environ 70 000 tonnes de papier de carton par an. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire des pellets à partir de papier recyclé. Donc... Voilà, alors on vous voit à l'œuvre, hein, justement, ici à l'écran, puisque c'est vous qui développez de A à Z, qui fabriquez ces granulés à base de papier recyclé. Vous êtes le premier à développer ce produit en Belgique. En quoi il est vraiment innovant ? Dans un sens où c'est surtout innovant d'une manière écologique. Donc on utilise une matière première qui a déjà été réutilisée
et je la retraite en ville même, donc ce qui est meilleur en fait pour l'environnement parce qu'il y a moins de distances parcourues, aussi pour la distribution puisque la plupart des clients sont des gens, donc des citadins en fait, puisque c'est des chats d'appartement, etc. qui nécessitent surtout de la litière plutôt que des chats à la campagne. D'accord. Et alors, voilà, qu'est-ce qu'il a comme avantage, enfin les granulés en papier recyclé, qu'est-ce que ça a comme avantage? Parce que j'ai fait des petites recherches et en fait c'est un marché qui est déjà très dense, hein, les produits pour litière pour chat, il y a donc, on parlait du pelet, il y a aussi la sciure, des graviers minéraux. Alors vous, votre produit, qu'est-ce qu'il a de mieux? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Il fait quasiment pas de poussière parce que c'est vraiment des pellets bien consistantes qui gardent leur forme même après, durant l'utilisation par les chats. Et c'est un produit vraiment fabriqué localement. Donc on ne doit pas aller importer une litière de Chine, on ne doit pas faire, faire des trous dans la terre, etc. et importer donc la litière de très loin. Ici c'est vraiment de la matière première qui vient de la ville et qui est retraitée et réutilisée en ville même. Donc. Alors très brièvement, hein, donc on a vu les images du processus de fabrication dans votre atelier qui est situé pas très loin ici, pas loin de Molenbeek, on va en parler dans un instant. Mais comment vous fabriquez en fait ces granulés, je dirais, de papier recyclé? Alors donc je reçois donc le papier en gros ballots d'un collecteur de papier et ensuite je le fais broyer par ma machine là, voilà, et ensuite la matière broyée en fait je passe dans une autre machine et en fait donc et après ça devient les petits granulés voilà c'est ça, ça voit presse à l'écran, voilà ça presse la matière broyée en pellets en fait en petits cylindres et puis il faut faire sécher la matière et puis c'est prêt à être distribué. Alors vous vouliez absolument que ce projet soit bruxellois, pourquoi? Pas pour des raisons provincialistes ou nationalistes, c'est plutôt pour contribuer un petit peu au regain de la petite industrie en ville en fait. Et donc comme je suis bruxellois, j'avais pas envie de faire la navette tous les jours, aller en Wallonie ou en Flandre. Je voulais vraiment avoir la qualité de vie, mais aussi avoir un produit qui est le plus écologique possible, puisque la production est locale et je ne dois pas commencer à donc le faire transporter de très loin et le faire distribuer de très loin en fait. Alors vous avez commencé la commercialisation là, la semaine dernière ou à peu près, il y a 2 semaines, voilà, dans des magasins spécialisés principalement. Surtout des magasins bio en fait, parce qu'ils sont totalement dans la lignée du produit, fabriqué localement et donc un produit écologique. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez de la demande? Il y a de la demande apparemment, donc, mais j'ai pas encore vraiment... Enfin, c'est l'été, donc c'est la saison basse, disons, même si les chats restent souvent sur place, mais apparemment, c'est la saison basse, donc il faut attendre un petit peu. D'accord, et alors on va préciser que votre produit se situe plus ou moins au milieu de la gamme de prix d'autres produits qu'on trouve sur le marché. Alors Bernard Mérès, vous ne récupérez pas de plastique, de papier recyclé, mais des meubles. Précisément du mobilier de bureau pour en faire de nouveaux meubles. Vous travaillez pour la société NOF, donc en anglais Nearly New Office Facilities. Cette idée de récupérer des meubles de bureau, en fait, ça correspond, vous me disiez, à une évolution des espaces de travail. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent réduire l'espace de travail qui est donné à chaque personne pour évidemment réduire les coûts de location. Donc on passe de grands postes de travail à des bureaux plus petits. Et nous avons constaté au fur et à mesure des années, puisque nous sommes sœurs d'une société de déménagement importante, que 80% du mobilier de bureau que l'on nous demandait de reprendre au cours de ces déménagements pour la livraison de mobilier neuf pouvait être récupéré. Et avant, c'était détruit alors? Avant, c'était détruit. Ah, ouais. Il faut savoir que dans notre société de déménagement, nous détruisions à l'époque, nous avions 2 containers par semaine de mobilier qui étaient purement et simplement envoyés à la casse, entre guillemets. D'accord. Alors qu'actuellement, on est passé à maximum 1 container toutes les 6 semaines. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, si j'ai une entreprise, je veux déménager, je vous contacte et puis... Voilà, comment ça marche? Et à ce moment-là, nous allons sur place d'abord examiner le mobilier que vous possédez, de façon à voir ce que l'on peut en faire. On va aussi écouter au premier chef votre demande, le souhait de votre nouvelle implantation. Et nous avons une équipe de 3 designers qui, en fait, sont capables, en fonction du problème que vous allez poser, c'est-à-dire de la demande que vous allez poser au niveau implantation, du mobilier que vous possédez, ils vont pouvoir développer le nouveau matériel
que l'on va pouvoir alors vous proposer. Et donc, est-ce que ça arrive parfois que vous recyclez, récupérez du mobilier d'une entreprise A qui ferme pour refaire des meubles pour une entreprise B, par exemple? Tout à fait. C'est la deuxième approche et c'est ce que vous voyez dans le film qui est là. C'est que nous avons également tout un stock de matières premières. L'une de nos difficultés, d'ailleurs, que nous sommes pas confrontés, c'est pas une difficulté, mais nous recevons énormément de demandes de reprise de mobilier. Des gens qui veulent se débarrasser évidemment de leurs vieux meubles. Tout à fait. Et nous avons actuellement, disons en stock, pratiquement une quantité de matières premières assurant une année de production environ. Ah ouais. Ça veut dire que vous rachetez ces meubles? Alors, nous ne les rachetons pas nécessairement parce que nous avons évidemment des frais de déménagement. Dans certains cas, ça peut s'envisager, mais c'est quand même relativement rare. Mais nous avons évidemment un coût de déménagement. Est-ce que ça veut dire que le mobilier neuf, en tout cas le mobilier récupéré que vous allez fabriquer, sera moins cher? Alors, il sera en moyenne 20% moins cher qu'un mobilier neuf. Mais dans certains cas, ça peut descendre pratiquement au tiers de la valeur. Donc si vous prenez un bureau standard comme celui que vous connaissez certainement et que vous souhaitez le raccourcir, eh bien ça coûtera le tiers de la valeur d'un bureau neuf. Voilà, donc un bel exemple encore d'économie circulaire. Bernard, très rapidement, vous me disiez également que vous délivriez des certificats aux entreprises qui participent à ce procédé. Tout à fait. Nous avons fait réaliser une étude par une société spécialisée et ça a été validé par l'Université de Liège. Cette étude nous permet de déterminer la quantité de CO2 qui est épargnée par notre procédé. Et donc, on délivre aux clients un certificat de ce type. Si vous consultez notre site, vous verrez que rien que pour cette année, on est à 490 et des 1000 kilos de CO2 épargnés, ce qui fait des centaines et des centaines de milliers de kilomètres, parce qu'en général, nous le traduisons en kilomètres parcourus avec une voiture moyenne, parce que cela parle évidemment davantage aux personnes qu'un nombre de kilos de CO2. Super, merci beaucoup en tout cas Bernard et à vous tous d'être venus parler de vos innovations. Longue vie à elles, hein. On suivra chacun de votre développement. Il est temps maintenant de retrouver Nicolas Sohi, journaliste au magazine Moustique. Mais avant qu'il nous rejoigne, je vous propose de découvrir quelques images du premier prototype d'Ocean Cleanup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. C'est ce filtre géant imaginé par un jeune étudiant néerlandais qui veut nettoyer les océans, les débarrasser du plastique. Et bien pour la première fois, son prototype a été déployé au large des Pays-Bas. C'était il y a quelques semaines, à la fin du mois de juin. Il restera sur place 1 an. On regarde ces images. Alors Nicolas Sohi nous a rejoint en plateau. Nicolas, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Moustique et vous allez commencer par nous présenter une méthode qui est plutôt méconnue ici à Bruxelles, une méthode de collecte de déchets. Ce sont les poubelles à puces. Oui, c'est un projet de la région wallonne en fait. Donc dans les 5 ans, toutes les communes doivent fonctionner aux poubelles à puces. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc on remplace en fait les sacs poubelles qu'on dépose devant chez soi traditionnels pour les remplacer par des conteneurs de taille variable selon les ménages et on met les déchets dedans et donc on payera à la fin de l'année en fait en fonction de la quantité de déchets, du poids des déchets et non plus au sac poubelle. Donc concrètement, il y a 2 poubelles, 2 conteneurs, une pour les déchets résiduels, donc tout ce qui n'entre pas en compte dans la collecte sélective, et d'autre part
une autre pour les déchets organiques, donc comme par exemple les litières pour chats pourraient aller là, tout ce qui est biodégradable pourrait être dedans. Alors évidemment, c'est pas faisable partout parce qu'il faut de l'espace. Par exemple, à Chastres, ils y sont passés au mois de janvier, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais la région wallonne prévoit le coup pour les villes aussi. Ils disent par quartier, on pourrait le faire, par immeuble, ou même continuer au sac poubelle dans le but et peser ces sacs poubelles en fait. Et donc l'objectif, c'est évidemment de réduire la quantité de déchets, puisque moins on consomme de déchets, moins on paye. Voilà, donc on va peut-être voir ces fameuses poubelles débarquer à Bruxelles. Alors vous pointez aussi quelques innovations venues de l'étranger, avec en Inde notamment. Ils vont ouvrir une usine spécialisée dans les couverts biodégradables. Oui, donc pas de couteau. On parle de cuillères et de fourchettes qui résistent à la chaleur et aux températures basses aussi pour des glaces. Et il y a une usine qui ouvre cet été qui va produire 800 000 couverts par jour, enfin potentiellement en tout cas, si la demande suit. Il y a d'autres initiatives du genre. En Thaïlande, par exemple, il y a une ingénieure qui a mis au point des assiettes biodégradables à base de plantes d'un arbre local. D'accord. Alors l'écologie s'intéresse aussi à la technologie puisqu'il existe désormais des smartphones recyclables. C'est fou ça. Oui, ça s'appelle le Fairphone, ça vient des Pays-Bas. Et donc il y a la deuxième édition qui est sortie l'été dernier, donc ils travaillent encore pour créer une nouvelle édition. Donc c'est un smartphone visuellement ordinaire, à la différence qu'en fait 50% des composants du smartphone sont recyclables contre environ 7% pour les smartphones qui dominent le marché aujourd'hui. Donc rien que pour ça, déjà, c'est une bonne chose. Et en plus, étant donné que chaque pièce est détachable, ce smartphone lutte en fait contre l'obsolescence programmée. Et si ça ne fonctionne pas, il suffit de changer la pièce, ce qui est faisable, ce qui n'est pas le cas pour des smartphones qu'on connaît. Et alors, une dernière initiative que je pointais, ça s'appelle le granulateur mobile. Donc ça vient d'Alsace, en France. Et donc, voilà, comme on peut le voir, c'est à bord d'un semi-remorque, une grosse machine qui permet d'absorber en fait tous les déchets agricoles et de les transformer en combustible, par exemple pour le chauffage. Et donc on arrive vraiment à la fin, la boucle est bouclée en matière de recyclage. Ok, merci beaucoup Nicolas. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble de nouvelles innovations. Et cette fois, ce sera des innovations en matière d'immobilier et d'habitat. Rendez-vous donc dimanche prochain à 18h. Et puis d'ici là, belle semaine à vous sur BX1.